l'environnement social peut être à la base de la dépression. Parce que quand vous vivez dans un environnement qui vous donne l'impression que vous n'êtes pas assez bon, vous ne répondez pas aux critères, aux standards, il n'existe pas de santé sans santé mentale. On parle de la dépression quand elle est téméraire. Quand on parle de 1 mois, de 2 mois, là, il faut essayer de consulter parce que ça ne va pas. Oui, et puis on n'a pas besoin d'attendre 6 mois si on est vraiment dans un état de mal-être depuis plusieurs semaines. Alors, j'aimerais comprendre la dépression pour l'Africain. Mythe ou réalité? Bienvenue dans Afrotalk, c'est podcast qui vous offre l'opportunité de découvrir plusieurs thématiques à travers plusieurs figures ici que nous recevons, qui nous parlent de leurs rêves, de leurs histoires, de leurs défaites, de leur parcours, mais aussi de leurs succès. Aujourd'hui, nous abordons un thème particulier qui frappe la société, mais d'une manière insoupçonnée. Et pour cela, nous avons pour vous une figure qui va se présenter largement et vous inviter à découvrir ces grands thèmes. Bonjour Madame Rosette Dissachi. Bonjour Monsieur Mardoché. Bienvenue dans Afrotalk. Merci. Alors vous allez bien? Ça va très bien, j'espère que vous aussi. On est en parfaite santé. Pouvez-vous vous présenter largement pour le public qui ne vous connaît pas encore? Alors, je suis Rosette Dissachi, psychologue clinicienne. J'ai eu mon diplôme de psychologie à l'université de Kinshasa. Pour la petite histoire, je voulais être médecin au départ. Mais voilà, en rencontrant à l'époque une dame qui avait été victime des guerres, je me suis dit que après qu'elle ait été soignée, elle avait des plaies, elle avait reçu des balles. Après qu'elle ait été soignée, qu'elle ait passé des semaines à l'hôpital, plusieurs années après, elle semblait toujours être affectée par, du point de vue émotionnel, par tout ce qui s'était passé. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut faire pour la santé, non pas physique, mais la santé mentale. J'ai commencé à me renseigner par rapport aux différents spécialistes qui pouvaient intervenir dans le domaine de la santé mentale. Alors, il y avait des psychiatres. Alors, j'ai voulu poursuivre justement mes études pour être dans le domaine de la santé mentale, mais j'ai aussi appris dans mes renseignements qu'il y avait aussi la psychologie clinique qui abordait la même question, mais différemment. Alors, j'ai beaucoup plus été portée à faire la psychologie clinique. Donc, j'ai fini à l'université de Kinshasa. Et puis après, j'ai continué avec des formations. Pour le moment, je suis doctorante en psychologie clinique, donc à l'université de Lubumbashi, et doctorante, et je poursuis aussi un master en ligne, même moment. Donc, pour pouvoir compléter les connaissances dont j'ai besoin pour pouvoir être efficace dans mon travail. Et je suis également directrice d'une structure de prise en charge en santé mentale qui s'appelle Help Me Group, où nous occupons particulièrement de la promotion, de la prévention et de la prise en charge des différents problèmes en santé mentale. Voilà, prenons en charge, il y a des psychologues, il y a aussi des médecins, des psychiatres avec qui nous travaillons en collaboration pour l'accompagnement des différents cas que nous rencontrons dans l'exercice de notre métier. Voilà professionnellement, si je dois le dire. Voilà qui est Rosette Dissachi Kiyimbi. Très large et très intéressant. Merci. On comprend que le déclic a commencé depuis l'incident avec la dame qui était victime de cela, qui a eu les déclics. Voilà. Elle pouvait guérir de ses blessures physiques, mais le mental, lui, est resté très affecté. Toujours affecté. Toujours oui. affecté. Oui. Et ça, j'imagine que c'est le cas de plusieurs personnes qui ont été victimes de beaucoup de choses. En effet, oui. Il n'y a pas que les guerres, mais il y a bien d'événements aussi dont les gens sont victimes. Dont les gens sont victimes. Oui. On en reparle tout à l'heure, on entre dans les détails tout à l'heure. Mais je vous ai entendu parler et vous dissociez tout le temps la psychologie de la psychiatrie. J'espère que je prononce bien le terme. Oui. Quand vous parlez de psychologue, vous dites simplement psychologue, mais quand il s'agit de psychiatre, vous parlez de médecin psychiatre. Y a-t-il une différence entre ces deux, ou juste ces deux domaines, la psychologie, la psychiatrie? Oui, bien évidemment. Nous sommes tous dans le domaine de la santé mentale, mais les approches sont tout à fait différentes. Le psychiatre, il est à la base médecin. Et puis ensuite, il poursuit sa spécialisation en psychiatrie. Et le psychiatre soigne
avec le médecin. Bon, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais dans la prise en charge des différents troubles psychologiques ou dans le domaine de la santé mentale, il y a la prise en charge du point de vue social, du point de vue psychologique et du point de vue biologique. Donc, elle est bio-psychosociale, la prise en charge. Et donc, le psychiatre intervient beaucoup dans l'aspect bio, c'est-à-dire avec les médicaments. Certains psychiatres aussi font des psychothérapies, mais c'est pas très commun dans notre environnement. Et donc, le psychologue, son outil de base, c'est la parole. Donc, ce qui fait la différence, c'est qu'on n'est pas médecin à la base. Nos études sont directement orientées en psychologie et on choisit l'option psychologie clinique qui a directement attrait à la santé mentale. Nous ne prescrivons pas des médicaments, mais nous utilisons la parole. Et à cette parole est associée aussi différentes techniques. Par exemple, on travaille avec le corps, on travaille aussi avec les narratifs thérapeutiques, on travaille avec l'art thérapeutique, on travaille avec voilà différentes techniques qui ont été développées, mais qui a pour soubassement en fait la parole qui est l'outil principal. Ok. Donc, devons-nous dire que le psychologue n'est pas un médecin? Le psychologue n'est pas médecin. Est-ce qu'on peut être médecin, c'est-à-dire on a fait des études de médecine, mais à un moment donné, on rencontre un déclic tel que le vôtre et on décide de devenir psychologue? Est-ce qu'à ce moment-là, peut-on devenir psychologue quand on a fait des études de médecin? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de médecins, surtout à l'époque, qui se sont intéressés, par exemple, à la psychanalyse, qui est une branche de la psychologie. Donc, on a des médecins qui se sont révélés finalement psychanalystes, qui se sont intéressés à ce domaine ou à cet autre aspect des choses de la santé mentale. Okay. Oui, mais il faudra bien sûr de nos jours compléter ces études de médecine avec un diplôme de psychologie clinique aussi. Ok. Oui. Parce que souvent, dans notre concept, en nous Africains, il n'y a presque pas de place pour les psychologues. Moi, personnellement, je peux le dire peut-être à ma honte ou pas, mais depuis que j'existe sur cette terre, je suis né, j'ai grandi, je ne suis jamais retrouvé dans une situation où mes parents ou quelqu'un me dit non, il te faut consulter un psychologue. Dois-je me dire que je suis quelqu'un de super normal, ou c'est juste le contexte dans lequel nous vivons qui n'émet pas un accent particulier sur votre domaine, la psychologie? Alors, il y a eu vraiment beaucoup d'obstacles au début de notre carrière, parce qu'il y a justement ces obstacles socioculturels où l'homme noir ne consulte pas, l'Africain ne consulte pas. Dans le jargon, pardon, excusez-moi pour l'expression, quand je parle de l'homme noir, je parle en Afrique, on ne consulte pas les psychologues. Dans le jargon africain, c'est que les psychologues, c'est pour les Blancs, c'est pour les Européens. Justement, c'est parce que on voit l'impact de la santé mentale, l'impact néfaste de la santé mentale plus chez les Européens que chez nous, les Africains. Je pense que c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là que l'Africain s'est dit, c'est pas une maladie pour nous, c'est plus pour les hommes blancs. Nous, les Africains, nous, les Noirs, ça ne nous intéresse pas, la santé mentale. Ah, détrompez-vous, monsieur Mardoché. Ça a commencé peut-être en Europe, mais le besoin, il est humain. Il est humain parce que on est tous dans une certaine dimension concernés par l'affectif. On est tous concernés par le cognitif, donc notre manière de penser. Et il n'existe pas de santé sans santé mentale. Le problème, c'est juste que ici, chez nous, dans notre environnement, nous avons tardé à comprendre que le problème de santé mentale est vraiment un problème de santé parce que nous l'avons longtemps associé à des croyances mystico-religieuses. Parce qu'au départ, c'est vrai que tout ce qui avait attrait à la santé mentale porter l'étiquette d'une possession démoniaque, voilà, des croyances mystico-religieuses tout autour. Mais aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'il s'agit d'une maladie et que ce qu'on pensait au départ n'est pas ce que l'on vit aujourd'hui, parce que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un grand besoin
nous sommes vraiment très sollicités actuellement parce qu'il y a grand besoin de rechercher l'équilibre sur le plan affectif, sur le plan cognitif, sur le plan comportemental. Et donc, parfois, on n'en parle pas tout simplement par ignorance. Par ignorance, tout simplement. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes ont besoin d'accompagnement qui ne se connaissent pas. Et il y a beaucoup de mots de la société qui ont pour origine la santé mentale, mais sur lesquels on ne sait pas poser le mot sur le mot. Donc, le mot sur ce mal qu'on constate, en fait, voilà, c'est pour ça que tous les mots dont on ne trouve pas le nom sont mis dans le contexte de la spiritualité ou de voilà. Effectivement, tout à l'heure vous parlez de l'ignorance. Je pense que on n'en parle pas beaucoup parce que on ignore effectivement. Je pense même que c'est l'une des raisons pour lesquelles Afrotalk existe. C'est justement pour aborder toutes ces thématiques qui sont parfois oubliées ou négligées, ou toutes ces réalités qui sont insoupçonnées mais qui impactent la société comme pas possible. Alors revenons à ce qu'on disait tout à l'heure, Madame Rosette. Moi qui suis toujours très tenté de vous appeler docteur. Je dois vraiment accepter le fait qu'un psychologue n'est pas un docteur. Je crois que ça me prendra... C'est une usurpation d'identité. Effectivement, je crois que ça me prendra un peu de temps. Est-ce qu'on peut... Quand on a un problème mental, je veux dire, quand on est malade mentalement, est-ce qu'on peut savoir qu'on est malade, qu'on a un souci mentalement? À quel moment on se décide de consulter un psychologue? Est-ce que c'est quand nous-mêmes, on sent qu'on ne va pas dans la tête, ou il faudrait que quelqu'un d'autre à l'extérieur remarque cela et nous dise il te faut consulter un psychologue? Parce qu'il faut le dire, quand j'ai mal à mon genou par exemple, je sais sentir la douleur. Quand j'ai mal à la tête, je sais ressentir la migraine, prendre le produit. Mais quand j'ai mal dans ma tête, est-ce que je ressens moi-même cette douleur et je me dis qu'il me faut un psychologue? Ou il me faut attendre que quelqu'un d'autre m'observe et me dise là il te faut un psychologue? Alors ça dépend dans tous les deux cas. Ça peut être vous-même, tout comme ça peut être l'entourage aussi qui vous met la puce à l'oreille. Mais voilà, je pense que c'est important de marquer la différence. Il y a des troubles en santé mentale pour lesquels la personne n'est pas du tout consciente. Et c'est généralement des troubles beaucoup plus sévères, appelés entre guillemets fous. Dans notre environnement, c'est là où la personne perd généralement le contact avec la réalité, c'est-à-dire qu'elle délire, ses propos ne sont plus cohérents, et généralement à ce niveau-là, la personne n'est pas consciente, et c'est l'entourage généralement qui conduit la personne à l'hôpital afin qu'elle puisse bénéficier de soins de santé mentale. Okay. Mais il y a aussi une autre catégorie de troubles où la personne est pleinement consciente. Et d'ailleurs, c'est dans cette catégorie-là que généralement le psychologue intervient, oui. Et voilà, voir le psychologue, c'est pas qu'on est entre guillemets fou, non, pas du tout. C'est vraiment parce que c'est souvent le sens qu'on a. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un je consulte un psychologue, on nous classe directement une étiquette de il ne va pas bien dans la tête. Il ne va pas bien dans la tête. Et je pense même que c'est à cause de ça qu'on n'a pas cette liberté les gens se résignent, les gens se réservent de consulter les psychologues parce que même quand vous travaillez dans une entreprise et que vous dites non, je prends une pause parce que je consulte un psychologue, votre employeur vous regarde de manière un peu, il se demande mais ok, donc il y a forcément un problème dans sa tête, alors que ça peut toutefois être quelque chose de très normal parce que les gens ont des soucis, les gens ont des problèmes. La santé mentale est très vaste, Madame Rosette, très très vaste. On parlera de certains détails, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde une branche particulière. Je ne sais pas si on va appeler ça branche ou si on va appeler ça une maladie, une crise. Vous allez nous donner les détails. La dépression. La dépression. Pas plus longtemps qu'il y a quelques mois, on a entendu le flot de personnes qui décèdent par la dépression, à l'instar d'une des stars de l'Ouest Afrique qui tourne de série. Voilà. Tout à l'heure même, avant de vous recevoir, j'ai discuté avec l'un de mes collaborateurs qui me fait savoir qu'ils sont endeuillés dans leur congrégation et le monsieur qui est décédé justement pour cause de dépression. C'est quelque chose qui a été tant négligé. Je suis parmi les personnes qui, à un moment donné, je n'ai pas vraiment cru que la dépression pouvait exister pour un Africain ou pour un Congolais. À un certain âge, j'ai cru à ça. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Alors, j'aimerais comprendre la dépression pour l'Africain, mythe ou réalité? Très bonne question, Monsieur Mardouché. Mythe ou réalité? Pour l'Africain. Pour l'Africain. Entre mythe et réalité. Entre mythe et réalité. Oui, parce que encore mythe pour certaines personnes,
parce qu'on a encore une très grande partie de la population qui ignore mes réalités, parce que maintenant il y a des faits palpables, on le voit, on le sent, on le vit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, vous en parlez, parce que vous avez quitté le mythe pour palper la réalité. Et donc, il y en a beaucoup qui font actuellement ce passage de mythe à la réalité. Je dirais entre mythe et réalité parce que ce n'est pas encore suffisant, c'est pas encore satisfaisant. Selon les données de l'OMS, on a encore plus d'1 million de personnes, je crois, qui souffrent encore de problèmes de santé mentale, et il y en a en grande partie qui n'ont pas encore accès aux soins. Donc, on est encore quelque part dans le déni de cette réalité qui pourtant fait des ravages dans notre environnement. Effectivement. Oui. Donc, c'est une réalité, mais pour l'Africain, on est encore entre mythe et réalité parce qu'il nous arrive d'accompagner justement des personnes qui sont en dépression, mais qui continuent à attribuer cet état à d'autres causes, des causes mythiques. Justement, je pense que c'est parce que on n'arrive pas au juste à comprendre c'est quoi la dépression. Parce que c'est ça le problème. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un ensemble des sentiments, des tristesses? Ou juste, d'une manière simple, c'est quoi au juste la dépression? Alors, la dépression, c'est pas la flemme. La dépression, c'est pas la petite déprime de 2-3 jours ou d'une semaine. La dépression, c'est une maladie. Donc, quand on parle de dépression, c'est-à-dire qu'on est malade. Autant qu'on peut avoir un bobo physique, c'est la même chose que j'appelle souvent ça un bobo émotionnel. On peut avoir un bobo mental. Parce que les gens n'aiment pas beaucoup entendre mental. En fait, on a quand un bobo. Mental, voilà. On a un mental, on croit que c'est être fou, mais non, pas du tout. On peut être tout à fait en dépression, aller travailler. On peut être une mère dépressive. On peut être un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, mais touché par la dépression. On peut être pasteur, on peut être chrétien, on peut être musulman. Ça touche toutes les couches de la population. Et c'est une maladie. Ce n'est pas un petit bobo passager, mais c'est une maladie qui s'est installée et pour laquelle il faut une solution. Et pour toutes les maladies, il y a des symptômes généralement, il y a des agents causaux, il y a de... Bien évidemment. Et pour la dépression, si la dépression est une maladie, quels sont les agents causaux? Qu'est-ce qu'au juste qui nous cause la dépression? Et tout à l'heure, vous avez parlé de... Ce n'est pas une petite déprime de... On se réveille le matin, on ressent de la flemme. Devons-nous comprendre qu'il y a des niveaux de dépression? Il y a un niveau qui peut être normal et un niveau qui peut être chronique. Parce qu'il y a des gens qui meurent de la dépression. Pouvons-nous dire que ces gens-là ont atteint le niveau chronique de la dépression et que ceux qui en échappent ou ceux qui survivent, c'est un niveau plus bas? Est-ce qu'il y a des échelles de stade de la dépression? Bien évidemment, on va plutôt parler de critères. Oui, on va plutôt parler de critères et les critères s'étendent également sur le temps de la souffrance. Alors, quand on parle de dépression, on a différents symptômes ou différents signes qui vont se manifester. Notamment, il y a une grosse fatigue, donc une perte d'énergie. La personne va sentir que mon niveau d'activité a largement baissé. Les efforts que je ne fournissais pas avant, je suis obligée de fournir plus d'efforts pour arriver à réaliser mes activités quotidiennes. Donc, il y a vraiment une baisse d'énergie. Il y a aussi une baisse très sensible de plaisir. Alors, le plaisir, il est vraiment généralisé, c'est-à-dire qu'on perd le plaisir qu'on avait pour les choses qu'on aimait. On aimait sortir avec les amis, on n'aime plus. On aimait aller au travail, on n'aime plus. On aimait parler avec ses frères et sœurs, on n'aime plus. On aimait se maquiller, on ne se maquille plus. Donc, il y a vraiment une baisse de plaisir pour les choses qu'on aimait, que l'on n'a plus. Parmi les autres signes de la dépression, c'est la dévalorisation de soi. Alors, je vais vraiment parler en termes courants. On se trouve, entre guillemets, loser. Voilà, Loser, vous voyez, voilà, je ne fais jamais rien de bien, l'échec me colle à la peau. Vraiment, on a l'impression que tout ce qu'on fait n'est pas satisfaisant et que
on est en dessous du standard de réussite et que On se sent inutile. On se sent inutile. On a l'impression que on n'arrive à rien faire. Voilà. Même s'il y a des réalisations que la personne a pu faire dans sa vie, mais ces réalisations sont sous-estimées énormément. Il y a vraiment une dévalorisation générale de sa personne. Il y a aussi une culpabilité chez les personnes qui souffrent de dépression. Elles culpabilisent, par exemple, de n'avoir pas fait, de n'avoir pas été, de n'être pas à la hauteur des attentes de ses parents, de la société, de son épouse, de son époux, de ne pas être... Vraiment, il y a cette culpabilité qui va se généraliser et qui va vraiment... être assez pesante dans le vécu de la personne. Il y a aussi, parmi les autres signes, l'isolement. Les personnes qui sont, voilà, envie d'être seules, c'est des personnes qui vont plus prendre les appels. S'ils sont des groupes, ils vont plus être, s'ils sont dans des groupes numériques, digitaux, ils vont plus prendre la parole. Vous allez voir comme ils vont s'isoler. C'est comme un effacement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Ils aimaient poster sur leur statut, dans les réseaux. Tout d'un coup, ils ne postent plus. Ils aimaient aller aux fêtes, être avec les amis, mais ils ne le font plus. Donc, c'est des personnes qui vont s'effacer. Et d'ailleurs, en famille, si ce sont des adolescents, vous remarquerez qu'ils aimeront beaucoup plus la chambre que d'être au salon avec les autres. Ils peuvent être dans un groupe à l'église ou dans leur communauté, mais vous ne les verrez plus. Ils vont se retirer. Je pense que là, en même temps, c'est un appel qu'on peut faire aux gens, à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous remarquez quelqu'un qui tout d'un coup décide de s'isoler, les parents notamment. Oui. Vous remarquez qu'il y a votre enfant, votre fille, votre fils qui tout d'un coup décide de s'isoler. Entre amis, il y a un ami qui décide de s'isoler, de partir, quelqu'un qui ne poste plus. Il ne faut pas dire il joue au mature comme on le pense. Non, il faut essayer de s'approcher. Peut-être que la personne souffre, traverse des moments difficiles. Et donc, c'est toujours important de vous approcher et d'essayer d'en savoir plus. Oui. Alors, Madame Rosette, là... Il y a un critère, je m'excuse, il y a un critère aussi, ce sont les idées noires. Les idées noires. On devient vraiment pessimiste, tout tourne au négatif. J'ai parlé du sentiment de dévalorisation de soi, mais c'est aussi important de dissocier cela des idées noires, des idées mortifères. Donc, on pense à la mort, on pense à mettre fin à ses jours chez certaines personnes. C'est qu'on souffre tellement, le monde est tellement négatif qu'on a carrément envie de le quitter. Et croyez-moi, ça touche vraiment toutes les couches. Et permettez-moi, c'est que dans certaines communautés, il y a des personnes qui se disent, mais à quand la fin du monde? Il faut carrément que Christ vienne. Et parfois, ça peut être, on attend tout simplement le retour du Christ pour les chrétiens, mais en réalité, ça cache la dépression. La dépression. Oui. Wow. Et là, ce sont des symptômes. Je ne sais pas si on va appeler ça des symptômes. Oui, des symptômes. Mais maintenant, est-ce que ces symptômes ont des causes? Est-ce qu'il y a des éléments qui déclenchent ça? Parce que tout à l'heure, on parle de personnes qui décident tout d'un coup de s'isoler, des personnes qui tout d'un coup ont l'impression que leur impact dans la société est nul et sans effet, des personnes qui perdent l'enthousiasme de vivre au vrai sens du mot. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui causent cela? Est-ce que ça... Parce qu'on le voit aussi même on va aborder aussi ces sujets superficiellement dans les relations amoureuses et au bout d'un moment, la dépression qui s'est liée un peu de la toxicité. Je crois qu'on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais dans la société, ce qui est le plus vécu, c'est quoi les agents qui causent les plus, les éléments qui causent les plus, qui déclenchent la dépression chez les gens? Alors, il y a vraiment beaucoup de causes. Au départ, on a dit que c'était une maladie. Et c'est pas du tout la flemme d'un, 2 jours, mais c'est que sur plusieurs mois, on a été dans cet état. Donc, quand on se rend compte que ça fait plus ou moins 6 mois qu'on est dans cet état, d'ailleurs, chez certaines personnes, ça commence très tôt, 2 mois, 3 mois,
vous remarquez que vous êtes dans cet état, il faut réagir. C'est la dépression. Quand et on justement, est à 1 mois, à 2 mois, ça peut passer. Quand on est à 2 semaines, on peut encore à 2 semaines, on peut encore s'observer et ça peut passer. Donc on parle de la dépression quand elle est téméraire. Quand on parle de 1 mois, de 2 mois, là il faut essayer de consulter parce que ça ne va pas. Oui, et puis on n'a pas besoin d'attendre 6 mois si on est vraiment dans un état de mal-être depuis des années, depuis plusieurs semaines. Et ça s'accompagne souvent d'autres symptômes psychosomatiques, comme le manque de sommeil, on ne dort plus, on a des maux de tête, on a des diarrhées ou soit la constipation, on a des douleurs dans le corps. Donc en dehors des symptômes qu'on a cités, il y a aussi tout un cortège qu'on appelle cortège de symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire que le corps réagit à cet état de mal-être mental. Et c'est généralement dans ce cadre-là que beaucoup font d'autres maladies somatiques telles que des AVC, qu'on a des migraines chroniques, qu'on devient diabétique, qu'on devient hypertendu. Et en fait, c'est généralement dans ce cadre-là que interviennent maintenant les décès. C'est que la dépression change le fonctionnement du corps. Il y a d'autres hormones qui devaient être sécrétées en dose inférieure, faible, qui vont être plutôt sécrétées en dose élevée. Et tout ça, ça perturbe le fonctionnement, ça perturbe le système surrénal, le système hormonal, et c'est ça qui généralement qui cause la mort. Et est-ce que l'environnement dans lequel on vit joue un impact sur ça? Parce que, il faut le dire, il y a quelques années en arrière, on n'était pas si proche du monde au travers des réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Et si aujourd'hui il y a plus en plus des personnes qui dépriment, c'est aussi en partie lié à la pression sociale qui passe par les réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, je vais prendre l'exemple des femmes notamment. Quand vous êtes sur un réseau social comme Instagram, vous vous rendez compte que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles, elles sont toutes pimpantes, elles ont toutes de belles tailles, elles sont des mannequins. Et parfois, derrière ces photos, il y a des retouches, il y a des moments de travail, on a revu des images et tout ça. Mais quand quand l'œil voit, le cerveau ne nous amène pas à comprendre que voilà, derrière, il y a un travail. On s'est dit, mais elles sont toutes belles, elles ont toutes des bonnes tailles, mais moi, je suis grosse. Est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que... Et tout ça, ça met une grosse pression sur la personne. Alors, est-ce que l'environnement est un facteur déclenchant la dépression? Et si tel est le cas, devons-nous nous-mêmes nous assurer de créer notre propre environnement? Ce qui s'avère être assez difficile aujourd'hui au travers de nos écrans. Oui, donc on revient aux causes, justement. Il y a des causes environnementales, justement. C'est dans ce cadre-là qu'interviennent les réseaux sociaux. On va entrer en profondeur. Il y a des causes aussi génétiques. Ouais. Il y a des personnes qui portent un bagage génétique qui prédispose à la dépression. Il y a aussi les événements. Donc, c'est là qu'intervient, par exemple, les cas de dépression exogène. Donc, on a un événement qui est venu causer la dépression. Et donc, en parlant de l'environnement, justement, l'environnement social, oui, l'environnement social peut être à la base de la dépression. Parce que quand vous vivez dans un environnement qui vous donne l'impression que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne répondez pas aux critères, aux standards, et c'est vraiment une pression que le monde actuel ressent parce que il y a de plus en plus de standards, de plus en plus de critères. Par exemple, pour ce que vous avez évoqué, il y a maintenant des critères de beauté. La femme belle, c'est la femme qui a une taille de guêpe, c'est la femme qui a qui porte telle taille, qui a un petit ventre, qui a un ventre plat, oui, qui est ronde, voilà, qui a des lèvres pulpeuses. Donc actuellement, ça met une grosse pression sur les dames, une très grosse pression. Effectivement, ça met une très grosse pression sur celles qui ont l'impression de ne pas répondre aux critères. Et donc là intervient justement parmi les causes, en tout cas dans le vécu de la personne dépressive, elle a l'impression d'avoir perdu.
il y a souvent une notion d'échec, de perte autour de la dépression. Alors, quand on parle de notion de perte, alors ça peut être avoir perdu un certain niveau social aussi. Donc, d'avoir perdu la beauté, d'avoir perdu, voilà, on peut déprimer parce qu'on a 40 ans, on a l'impression qu'on a perdu sa place dans la société ou soit dans la conquête. Voilà, on n'est plus là une conquête pour un homme, donc pour les hommes. Donc il y a certaines femmes qui peuvent déprimer. C'est juste pour comprendre que la notion de perte et d'échec, elle est relative à pour différentes personnes. Alors voilà, l'environnement peut vraiment donner cette impression d'avoir échoué, d'avoir perdu, de ne pas être assez bien, de ne pas être. Ça peut être dans un mariage, hein, ça peut être au travail. Les targets peuvent être tellement élevés que voilà, c'est pourtant très élevé, ça peut être irréaliste, mais l'environnement de travail donne l'impression à la personne qu'elle n'est pas à la hauteur. Dans un mariage, généralement, on est à deux. Il y a l'homme, il y a la femme. Oui. Mais ce qu'on constate, ce que certaines études démontrent, que beaucoup de femmes, et d'ailleurs beaucoup d'hommes, les hommes ne seront pas exclus, bien évidemment, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes dans le mariage dépriment. Pourtant, ils sont censés avoir une oreille attentive juste au côté. Ils sont censés avoir un compagnon, ils sont censés avoir une compagne, ils sont censés avoir quelqu'un avec qui échanger, porter le poids de la vie, discuter. C'est cette réalité paradoxale, d'où vient-elle au juste? Alors, je pense, de par ma pratique et différentes informations aussi au travers desquelles nous nous enrichissons, je pense qu'il y a un écart dans le concept de mariage entre le mariage de 1960, 70, 80. Le mariage de nos parents. De nos parents, oui. Voilà. Et le nôtre. Voilà, et le nôtre, oui. Parce que il y a une grosse révolution dans la compréhension de la relation amoureuse, d'abord. Et les attentes ont changé. Ce qu'attend un homme ou une femme de nos jours, oui, n'est pas ce qu'attendaient nos mamans, non, ou nos grands-mères, non, pas du tout. Ce qu'exige le mariage aujourd'hui n'est pas ce qu'exige le mariage de jadis. Alors, malheureusement, il y a aussi le boom numérique qui vient apporter justement une autre image du mariage et de la relation amoureuse. Ce qui fait que le mariage actuel a des attentes qui ne correspondent malheureusement pas à l'éducation au mariage que nous avons reçue, parce que ça reste nos parents qui nous ont éduqués. Effectivement. Et qui nous ont appris des notions de la relation homme-femme, et qui aujourd'hui pose problème parce que ce n'est pas cette image que le numérique vient nous donner. Donc il y a un écart entre les valeurs que l'on reçoit et ce que la société nous présente comme modèle comme ce qui est de beau, mariage. Ce qui est attrayant. Voilà, comme ce qui est beau, ce qui est attrayant. Tout le monde veut vivre novelas, par exemple. Et aujourd'hui, le mariage devient un environnement presque toxique pour certaines personnes. Presque toxique, parce que les deux personnes n'ont pas été éduquées, je le dirais, de la même manière à aborder le mariage. Et puis, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux, l'influence voilà, de la télé. Pardonnez-moi de citer par exemple Novelas. Il y a beaucoup de femmes, à l'époque, nos mères ne suivaient pas Novelas, mais certaines séries, en fait, viennent renforcer le côté romantique, viennent renforcer le volet, viennent mettre vraiment de l'accent sur le vécu romantique de l'homme et de la femme, ce qui n'est pas toujours le quotidien. Donc ça réveille des attentes dont on n'a pas forcément besoin. Exactement. Pas forcément dont on n'a pas besoin, mais ça modifie notre perception de l'amour. Ça modifie notre perception du mariage au point que on s'attend à quelque chose de différent du vécu. Oui. Et voilà, cet écart-là crée le sentiment d'être malheureux ou d'être malheureuse, parce que celui qui a appris que un mari donne un bonbon
va attendre un Un bonbon. bonbon. Une femme donne un bonbon, on va s'attendre à un bonbon, un chocolat. Ok. Mais celui qui apprend que l'homme donne 5 bonbons et que la femme donne 6 chocolats. Vous voyez, quand vous arrivez Il y dans a un un mariage, il y a un décalage. Vous vous attendez à ce qu'on vous donne 6 chocolats, mais vous n'en recevez qu'un. En fin de compte, vous serez malheureux. Vous allez dire, mais je suis dans quoi? Je suis censé vivre 6 chocolats. Je suis censé vivre 5 bonbons. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'en donne que 2? On ne m'en donne que 3. Donc, les attentes par rapport à l'autre sont de plus en plus aussi élevées et on ne revoit plus les critères. Ça fait qu'on a l'impression de vivre beaucoup de ça ne va pas, alors que ça peut peut-être faire partie des crises normatives d'un couple. Effectivement. Et on n'est pas préparé à vivre les crises par conséquent. Par conséquent, en tout cas. Tout à l'heure, on a carrément voyagé dans pratiquement tous les domaines et on voit que la dépression frappe partout. On a parlé de mariage pour représenter les relations hommes-femmes. On a parlé du travail. Vous avez soulevé plusieurs points dans le domaine du travail. On a parlé même dans le domaine familial où les enfants peuvent s'isoler parce que à l'école, il a été traité d'une certaine manière. Et donc, au final, je pense que il y a quelqu'un qui nous suit quelque part qui, dès les débuts, il s'attend à une seule chose, savoir si on peut guérir de la dépression ou pas. Alors ça, c'est une question qui vous est posée. Est-ce qu'on peut guérir de la dépression? Et si les psychologues, parce qu'il faut le dire, les psychologues ne sont pas à notre portée. On n'en connaît pas assez. On ne connaît pas beaucoup de cabinets des psychologues. L'information n'est pas vulgarisée. On connaît les hôpitaux, mais les psychologues, c'est assez rare, assez compliqué. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'entrer en contact avec un psychologue que vous êtes, quelles sont les pratiques qu'il faut adopter lorsqu'on se sent dans cet état de dépression qui peuvent nous aider à guérir? Et au-delà de ça, comment guérir de la dépression d'une manière générale? La dépression, c'est une maladie. Toute maladie demande un traitement. On peut prévenir quand même. Oui, on peut prévenir. Il est important de savoir que la dépression, c'est une maladie et qu'on peut en guérir. Alors, j'ai parlé de plusieurs causes, des causes environnementales, mais il y a aussi des causes génétiques. Alors, vous comprenez que la génétique, c'est quelque chose qu'on porte à vie, mais la dépression n'est pas forcément quelque chose qu'une personne dont la dépression est d'origine génétique peut porter à vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une prédisposition génétique, mais que notre manière de vivre nous empêche de développer la maladie, ou soit, si elle s'est déjà développée, d'empêcher les crises. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont vraiment dépressives, mais qui vivent dans un environnement et qui adoptent des mesures qui vont faire que la crise va se limiter. Alors, il y a une autre catégorie de personnes qui souffrent de dépression exogène, c'est-à-dire que ça ne concerne pas la génétique, mais c'est lié à l'environnement ou soit à un événement. C'est-à-dire, par exemple, on a perdu un être cher, on peut déprimer, on a échoué, on peut déprimer. Oui, on peut s'en sortir. Dans tous les deux cas, on peut s'en sortir. On peut adopter une manière de vie qui nous empêche de vivre permanemment dans cet état. Pour s'en sortir. On peut s'en sortir. Oui, on peut s'en sortir. Oui, on peut en guérir. Alors, pour celui qui souffre de dépression, c'est toujours recommandé de voir un professionnel de santé mentale, notamment un psychologue ou soit un psychiatre. Alors, c'est très important d'être à l'écoute des signaux. Quand on se rend compte qu'on a tel signe, il est important de réagir avant même que la maladie ne puisse s'installer. Par exemple, en quoi faisant? Faire par exemple un exercice. Si on a l'impression d'avoir perdu, si on a l'impression, faire un inventaire de ce qu'on a, de ce qu'on a gagné. Si vous rencontrez dans votre environnement des gens qui vous donnent l'impression de ne pas être assez bien, allez vers les personnes qui vous valorisent et qui vous font sentir bien. Le changement d'environnement. Le changement d'environnement. Changer d'environnement. Parfois, on n'a pas toujours le courage de quitter un environnement toxique. On n'a pas toujours le courage de quitter un travail qui nous épuise et qui nous tue à petit feu. Alors, c'est très important d'aller vers des personnes qui vous font vous sentir bien.
de passer du temps avec des personnes qui vous font vous sentir bien et surtout de parler. Il y a des personnes qui traversaient des moments de dépression, mais le fait de parler à des personnes de confiance, de parler à des personnes ressources, ont permis de pouvoir traverser ce moment-là en toute quiétude. Et puis, il y a aussi de nourrir des habitudes comme faire des choses qui nous font plaisir. Si on aime cuisiner, se mettre régulièrement à la cuisine. Si on aime chanter, on aime danser, c'est très important aussi de se mettre au chant, de se mettre à la danse. Bref, de faire une activité qui nous ressource. Alors, une activité qui nous ressource, c'est une activité qui nous fait sentir émotionnellement bien. Alors, ce sont des recharges qu'on accumule au fur et à mesure et qui nous permettent de nous garder assez haut et de nous empêcher de sombrer lorsque on est dans un état de mal-être. Mais après, quand c'est persistant, il faut absolument consulter. Oui, il faut consulter. Il faut consulter. Wow. Quand c'est persistant, il faut consulter. C'est très important. Parlez, s'il vous plaît. On n'a pas envie de vous perdre. Pour ceux qui sont parents, vos enfants ont besoin de vous. Pour ceux qui sont enfants, vos parents ont besoin de vous. Et pour tout le monde a besoin de vous. Ah oui. Donc, parlez. Quand il y a des problèmes, quand vous sentez que la tête surcharge, parlez. Et surtout, l'environnement, il faut toujours faire de votre mieux pour être un environnement positif pour l'autre. Et généralement, on voit même dans nos conversations avec des amis, lorsque vous disparaissez. Aujourd'hui, il y a même un petit slogan qui passe sur les réseaux. C'est que quand tu disparais, on t'oublie. Quand tu disparais pour devenir rare, c'est à ce moment qu'on t'oublie. Donc, je pense que après avoir écouté Madame Rosette qui nous parle tout à l'heure, le mieux, ce n'est pas d'oublier ceux qui disparaissent. C'est plutôt d'essayer de vous rapprocher et de savoir pourquoi est-ce que ces personnes ont disparu. Pardonnez-moi, mais il y a actuellement beaucoup de slogans qui vont à l'encontre de la sensibilité à la souffrance de l'autre. Par exemple, on t'a beaucoup motivé. Cette année, on va pas te motiver. Tu vas te motiver toi-même. Toi-même, ouais. Il y a beaucoup de slogans, en fait. Oui. Il y a beaucoup de slogans, en tout cas. Non, mais la dépression, on en parle aujourd'hui justement parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une réalité qui n'était pas acceptée chez nous, mais aujourd'hui, de plus en plus, nous perdons de personnes. Des jeunes gens meurent jeunes et par des maladies qui n'étaient pas censées être attribuées aux jeunes. Des crises cardiaques notamment, des AVC notamment. Ce ne sont pas des maladies phares pour les jeunes. Et c'est généralement dû à ça parce qu'aujourd'hui, les jeunes subissent une pression sociale plus élevée que les parents. Moi, je le dis. Moi, quand je discute avec mon père, il n'a pas beaucoup d'attentes. Il veut me voir grandir, il veut me voir être heureux. Il n'a pas beaucoup d'attentes. Mais quand je regarde, nous, les jeunes dans la société, mais on a tellement d'attentes. On a envie d'avoir des véhicules, des telles valeurs. On a envie de construire jeune. On a envie de faire des business, de faire beaucoup d'argent. De se marier. En fait, on a tellement des envies. Et c'est généralement, ça passe par ce que l'on voit via les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec des gourous d'Internet, on voit des jeunes gens qui claquent des grosses sommes d'argent au travers plusieurs activités. Et parfois, on s'est dit, mais on est venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et ça nous met une telle pression. On en a l'impression de pas vraiment exister pour un but précis. Et ça nous met tellement la pression, ça nous demande de fournir plus d'efforts, mais au final, pour aucun résultat particulier qu'on attend, justement parce que certaines choses viennent dans un processus. Et nous, c'est les résultats qu'on veut. Et quand on s'épuise, c'est la dépression totale. La dépression, on se sent inutile. Et nombreux tombent dans l'alcoolisme. Je pense que c'est aussi une porte par laquelle beaucoup de gens veulent fuir la dépression, l'alcoolisme, la drogue, la toxicité d'une relation à une autre. Des personnes qui ne peuvent plus rester seules pendant un moment. Parce ils fuient leur maladie. Ils fuient leur propre compagnie. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Alors, je suis toujours tenté de vous appeler Docteur Rosette. Alors, Madame Rosette, j'aimerais que vous regardiez la caméra cette fois-ci et que vous parliez à quelqu'un, à 3 catégories de personnes, brièvement. La première, c'est quelqu'un qui ne croit pas en la dépression.
La deuxième, c'est quelqu'un qui est dans la dépression et qui se demande comment s'en sortir. La troisième, c'est quelqu'un qui croit en la dépression, mais qui n'est jamais tombé dans la dépression. 3 messages pour ces 3 catégories de personnes. Alors, pour la première catégorie, celle qui ne croit pas en la dépression, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas attendre que la dépression touche un proche ou vous touche vous-même pour avoir conscience de cette réalité. Si on en parle, c'est parce qu'elle existe. Et bien que vous n'y croyez pas, l'ignorance n'annule pas la réalité. Ouais. Donc, je peux fermer mes yeux. Il sera noir. Je verrai le noir. Mais ça n'annule pas la réalité dans laquelle je me trouve. Donc, le fait de ne pas croire en la dépression n'annule pas l'impact de la dépression ou la réalité tout simplement de la dépression. Donc, coûte que coûte, à un moment donné, peut-être dans votre entourage ou peut-être vous-même, ça vous frappera. Donc, je crois que c'est le moment de s'informer de ce qui est dans votre environnement et de prendre aussi des mesures pour éviter de tomber dans la dépression. Ce qui m'emmène dans la troisième catégorie, je vais parler à la deuxième, dans la troisième catégorie, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas dans la dépression. C'est très bien. C'est une chance que de n'avoir jamais été dans ce cas, mais c'est aussi une interpellation pour continuer à conserver ce qui vous a aidé à vous maintenir en bonne santé. Donc, ça signifie que vous êtes tout simplement en bonne santé. Et lorsqu'on est en bonne santé, c'est important de se maintenir dans une hygiène de vie qui permettra de conserver cette santé. Notamment, ressourcez-vous, allez vers les personnes ressources, comme on a dit, faites des choses qui vous font du bien, qui vous permettent surtout d'évacuer le stress que l'on accumule au quotidien. Donc, quand vous vous sentez stressé, appliquez des méthodes qui vous permettront d'évacuer le stress, le loisir, des moments de détente et nourrissez-vous de pensées positives. Ça va vous permettre d'éviter de tomber dans la dépression. Pour ceux qui y sont déjà, quand vous avez la malaria, qu'est-ce qui se passe? Vous vous faites soigner. Et puis après, on parle plus de cette histoire. Donc, c'est aussi possible de parler de la dépression au passé. C'est aussi possible, bien qu'ayant été sur plusieurs années dépressives, mais de vivre sainement, de vivre une vie de qualité qui vous empêchera de faire des crises ou soit de tomber dans la dépression régulièrement. Donc, je vous encourage à suivre votre traitement pour ceux qui suivent les traitements. J'encourage ceux-là qui n'ont pas encore demandé de l'aide à demander de l'aide et à mettre fin, à tourner ce chapitre. Parce que à quoi ça sert de continuer de souffrir s'il y a des solutions à ça? La dépression, c'est pas être fou. Alors non, on s'est trompé pendant plusieurs années. C'est pas être fou, mais c'est souffrir. Et quand on souffre, il y a des solutions qui peuvent permettre d'apaiser cette souffrance. Oui. Quand on souffre, il y a des solutions qui peuvent apaiser cette souffrance. Des solutions saines. Hein? Saines, bien évidemment. Saines. Thérapeutiques. Oui. C'était un grand plaisir de vous avoir reçu dans ce plaisir podcast est partagé. Afrotalk. On va finir avec 2 petites questions. Oui. La première, c'est quels sont vos 3 principaux traits de caractère? Mes 3 principaux traits de caractère. Alors, je suis bienveillante. Pleine de joie quand même, débordante de joie. Ça, on le remarque quand même. Hein. On voit le sourire de Madame Rosette depuis là. Et ça émane de l'intérieur, hein. C'est pas une fausse. Wow. Ça émane vraiment de l'intérieur. Et je suis empathique. Oui. Empathique. Oui. Empathique. Oui. On peut détailler? Empathique, je comprends le terme, mais j'aimerais beaucoup plus que ça aille dans votre sens. Je sais comprendre la souffrance des autres. Je crois que c'est ça qui m'a aidé, ce trait de caractère qui m'a beaucoup aidé dans mon travail. Okay. Parce que les personnes que je rencontre sentent
que je comprends leur souffrance et je sais venir en aide quand même de manière assez particulière à ceux qui sont dans mon environnement. Ok, la Oui. deuxième et dernière question. Avant de vous faire part d'une demande de ma communauté a une demande pour vous. Ok. Mais avant d'en arriver là, la dernière question, c'est qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, aimer ou être aimé? Aimer. Ça a été Oui. rapide quand même la réponse. Oui. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour autour de moi, quand Ok. même. Oui. Qui attend quand même aussi de l'amour au retour ou ça ne compte pas tant que ça? Si, j'aime être aimé. Ok. Oui, ça fait beaucoup de bien d'être fait beaucoup de aimé. bien, c'est Oui, on vit pas sans amour. Quand même, on va pas faire ça. Mais il y a des personnes qui attendent de recevoir d'abord avant d'en donner. Oui, mais je suis de ceux-là qui donnent d'abord et à tout le monde. Oui, quand même. Ok. Oui. Alors, ma communauté a demandé une petite anecdote que vous avez déjà vécue en tant que psychologue et une que vous a le plus touché. Une qui a le plus touché, c'est d'un monsieur justement qui n'a pas pu détecter plus tôt qu'il souffrait d'une maladie mentale et donc qui a sillonné partout, qui n'a pas pu détecter que sa souffrance était psychologique. C'était après la perte d'un être cher que la souffrance a commencé. Malheureusement, l'entourage n'a pas pu détecter. Malheureusement, les environnements aussi des hôpitaux qu'il avait fréquentés, il n'y avait pas de personnel avisé. Et c'est une personne qui a dû aller très, très loin dans la recherche des causes de son mal-être parce que je vous ai dit que la dépression, les signes et symptômes pouvaient aussi s'accompagner de tout un cortège de symptômes psychosomatiques. Et donc, il souffrait également dans son corps. Il a dû vendre sa maison, il a dû vendre énormément de choses pendant 2 ans pour se retrouver sans domicile. Wow. Et ça, c'était tellement triste. C'est une personne qui est arrivée dans notre cabinet quand il n'avait plus rien. Wow. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus de domicile, il n'avait plus rien parce qu'il ne travaillait plus. Tellement que la dépression avait pris une ampleur démesurée. Et voilà, ça, c'était quand même un choc de voir une personne qui a vraiment tourné pour toquer à la bonne porte. Et ça, c'est quand même une histoire qui nous avait beaucoup attristés. Elle nous touche aussi. Heureusement que nous avions quand même pu prendre en charge ce monsieur. Et aujourd'hui, il travaille. Aujourd'hui, il a sa maison. Voilà. Il a eu d'autres enfants. En tout cas. Et c'était, voilà, ça s'est transformé en un beau témoignage. Je m'inquiétais déjà en me disant, mais on va finir le podcast sur une telle note. Heureusement que ça finit bien. La personne s'est relevée. Elle s'est relevée. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est parmi nos patients experts. Wow. Ceux qu'on appelle pour encourager les autres qui sont dans la même situation. Ça fait plaisir. Oui. Alors, on a reçu pour vous aujourd'hui Madame Rosette, qui est psychologue, qui nous a parlé de son parcours, de son amour pour la santé mentale et surtout de ses poids qu'elle porte depuis un bon moment pour relever toutes les personnes qui se retrouvent dans ces grands soucis. On a tous compris que la dépression est bien réelle. C'est une réalité. Ce n'est pas une illusion. C'est une réalité qui frappe, qui impacte. Alors, travaillons sur nos environnements. Soyons nous-mêmes des bons environnements pour les autres et quittons les environnements qui ne nous aident pas à grandir et surtout à retrouver notre joie. Afrotalk continue. On vous reçoit pour aborder plusieurs thématiques, pour nous donner de la force. N'hésitez surtout pas de vous abonner massivement, de partager les liens et surtout n'oubliez pas, ce que vous entendez ici, vous ne l'entendez nulle part. Alors, écoutez avec attention et changez vos vies. Changez vos vies, j'allais dire. Et nous, on dit à Madame Rosette, merci beaucoup. Merci à vous aussi. J'avais envie de dire à très bientôt. Certainement sur un autre sujet, à très bientôt. Certainement, oui. Super. À très bientôt. Alors, ce sera un plaisir. Ciao, ciao.